On va pouvoir lancer, ce séminaire. J'ai juste deux trois annonces, à faire avant de te laisser la parole, Ronan. Donc c'est pour faire des annonces en lien avec, le réseau. Donc peut-être que certains ont déjà reçu, quelques mails à ce propos. On va avoir, donc 2 événements, importants dans le cadre du réseau. On va avoir notre assemblée générale les 17 et 18 juin prochains à la MSHS de l'université de Poitiers. Voilà, donc notez la date pour ceux qui font partie du réseau ou ceux qui s'intéressent en fait aux thématiques, numériques pour l'éducation. Voilà, vous êtes les bienvenus également. Vous pouvez me contacter pour être ajouté à notre mailing list et être invité également à cet AG. Et on a également, lancé une procédure de, cofinancement, d'événements par le réseau, R3 NUMED, dans lequel en fait tout le monde peut, proposer de réaliser des événements et nous, on les cofinance. Parfois, on aide à la co-organisation de ces événements. Et on a le premier de ces événements qui va voir le jour les 3, 4, 5 juillet 2024 avec les journées scientifiques des jeunes chercheurs de Poitiers qui ont été co-organisées avec les doctorants du CERCA, voilà, de l'Université de Poitiers. Donc c'est 3 journées. On aura un événement, la conférence de Johan Zidabi, le 3 juillet au soir à l'espace Mendes France. On aura ensuite une journée scientifique des jeunes chercheurs avec, plein de présentations de doctorants en format poster, format, communication orale et on aura aussi 2 conférences plénières, une conférence de Grégoire Borst et une conférence de Anne Lémence. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, par ces journées, vous pouvez vous inscrire également. Vous m'envoyez un message et je vous envoie l'appel à communication. Voilà. Sinon sur les infos, en lien directement cette fois-ci avec les séminaires numériques éducatifs, il y a déjà eu 2 séminaires numériques éducatifs cette année. Les 2 premiers ont eu lieu ici à la MSHS de Poitiers et on a déjà une vidéo qui est disponible, sur notre site, qui est la vidéo du séminaire de Christine Michel qui date du mois de mars dernier. Voilà, donc le mois dernier. Et il y aura bientôt celle de Ronan également. Voilà, donc je vais, laisser la parole à Ronan, donc sur le thème modélisation et analyse des parcours d'apprentissage à l'aide du trace clustering. Merci. Effectivement, donc, je vais présenter ces travaux-là qui sont des travaux faits dans l'équipe ces dernières années. Et je me blais parce qu'il y a du bruit, pour pas que la caméra change. Euh, alors, le titre en français, le reste des supports doit être en anglais parce que j'ai réutilisé, je me suis resservi d'autres documents existants, je parlerai bien en français tout du long. Euh, donc, que je revienne dessus. Donc voilà, je vais commencer par présenter un peu l'équipe de recherche qui a réalisé ces travaux et après venir sur cette problématique. Quelles est les données qu'on essaye de modéliser, de représenter, d'analyser et qu'est-ce que la fouille de processus pour ensuite aller sur le trace clustering qui est un sous-ensemble du domaine de la fouille de processus et présenter des applications, les applications qu'on a traitées, qu'on a traitées, qu'on va traiter, qu'on est en train de traiter, et sur lesquelles on a une expertise. Donc, au niveau du L3I, c'est l'équipe IADAP, et au niveau de l'équipe IADAP, on a un certain nombre de personnes qui travaillent sur la fouille de processus. On travaille dessus depuis à peu près 2016. Et on est plusieurs enseignants-chercheurs, donc il y a Jacques Marcos, Mourad Rabat et moi, plus Samuel Novakovski qui est de l'ORIA à Nancy, qui participe avec nous à ces travaux, plus sur des aspects recommandations. On a eu des post-doctorants et on a encore un post-doctorant qui travaille avec nous, qui est Anis Bey. Alors il est plus post-doctorant parce que ça doit faire, j'allais dire 10 ans, mais pas tout à fait. Mais ça fait un petit moment qu'il a eu sa thèse et qu'il est passé chez nous et qu'il travaille en Algérie. Je pense il a monté sa société. Mais on continue encore à travailler justement sur ces thématiques-là. Et puis, ben voilà, les thèses, cet exposé s'est nourri des thèses de William Achishan, Nora Giguet, Geoffrey Leblay, Sar Sayahi, Marwa Trabelsi. Donc, il y a des thèses en cours. Et il y a du travail d'Ania. Donc, nos petites mains, tous les ans, on a mis en place le développement d'un outil voilà, qui réintègre tous nos travaux.
Et on est intégré dans des projets internationaux et coopération avec la Tunisie, et puis des projets aussi dans le cadre de l'appel régional MIRES. Et les thématiques, les domaines dans lesquels on a appliqué la fouille de processus, c'est les jeux sérieux et les aspects e-learning, e-service, e-learning, e-éducation. Donc c'est plus sur ça que je vais me concentrer. Et également, on a travaillé sur les librairies numériques. Donc les Learning Analytics, c'est quoi? C'est en fait cette informatique qui est arrivée, cette numérisation qui est arrivée, qui a fait qu'on a eu plein de données, qu'on a collecté plein de données, on a des fichiers log, et on s'est dit, ouais, super, on a plein de données, et on va essayer de, c'est-à-dire, comme tout bon informaticien, on peut les capter, on peut les analyser, parce qu'il y a plein de traitements statistiques, et il y a plein de méthodes statistiques qui existent, et on va pouvoir en faire des choses. Et enfin, on s'est posé la question sur l'information, qu'est-ce que je peux en tirer? On utilise tous des environnements numériques de travail, et on a des traces qui existent, qu'est-ce que ça peut nous renseigner? Est-ce que je ne pourrais pas détecter les étudiants qui sont en difficulté? On est quand même en université avec des phénomènes de massification, hein, faut pas se le cacher. Nous, on a des collègues à l'IUT, on met en place ces outils-là, on essaye de mettre en place ces outils-là, et on a 4 groupes de TD, donc on a 100 étudiants. Le collègue qui arrive de BTS qui dit ouais c'est pas mal ce que tu faisais, moi je le faisais, j'avais qu'un groupe d'une vingtaine d'étudiants, c'était facile, à 20 étudiants j'arrive à gérer, à 100 j'arrive plus à gérer, il faut des outils. Donc on a il y a du monde, il y a un peu ce phénomène de masse, et donc avec ces analyses qu'on peut faire, analyses traitement statistique qu'on peut faire, on a mis en place des indicateurs. Hein, on a tous le tableau de bord, indicateurs. On peut, d'ailleurs là, moi je m'amusais dernièrement avec Moodle, les QCM. On joue beaucoup avec les QCM Moodle. Dans les QCM Moodle, on peut se dire, on peut voir les questions si on a bien répondu ou pas, et le taux de hasard sur la question. Est-ce que les étudiants ont a priori répondu au hasard ou pas? Alors j'aurais bien aimé voir l'algo. Enfin, la première chose, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est rigolo. Deuxième chose, c'est mais comment ça fonctionne? Et j'étais en cours avec les étudiants, ils m'ont dit non, non, monsieur, on n'a pas répondu au hasard. C'était intéressant, pouvoir avoir un retour, c'était intéressant. Mais voilà, on a plein d'indicateurs qui existent sur la participation, sur la présence, sur le taux de réaction, et qui permettent d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Les Learning Analytics, l'objectif, ces deux objectifs, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir expliquer ce qui pourrait se passer ou essayer d'améliorer, enfin voilà, essayer de faire des prédictions. Et donc, tout ce domaine-là, on est sur des données qui représentent des activités. On analyse une activité. Moi, mon problème, c'est plutôt de réfléchir à l'analyse du scénario. Moi, je suis enseignant, je scénarise un cours. J'ai 8 semaines de cours, je vais scénariser une progression pédagogique. Et puis, je vais faire des cours, des TD, des TP, et puis on va essayer d'adapter ça. Donc, dans le cheminement, c'est plus une analyse de workflow. Hein, et dans le monde de l'industrie, pas que de l'atelier, mais également dans le monde du génie logiciel, il y a les workflows donc avec le chemin qui est purement linéaire, et puis il y a les job shops, là on a des chemins qui sont multiples. Et c'est vrai qu'un étudiant, on ne peut pas dire vous allez tous suivre la même méthode, c'est celle qui marche. Et puis en même temps, il y a des évolutions au niveau du logiciel, hein, sur le web, il y a plein de versions du web, et ça fait qu'on trouve de moins en moins de logiciels. On trouvait ça à une époque, des logiciels où pour des jeux. Enfin, ça faisait aussi dans les jeux, c'est-à-dire que pour avoir le premier niveau, il faut lire le cours. Une fois que vous avez lu complètement le cours, paf, on vous débloque le questionnaire qui permet de valider que vous avez bien lu le cours. Et quand vous avez réussi le questionnaire avec un certain nombre de... vous passez au TP ou au TD et ainsi de suite. On n'a plus du tout des logiciels comme ça. Ils sont sur une progression. On a des logiciels où, en fait, on laisse un peu l'utilisateur butiner. Mais ça, on ne trouve pas que dans l'industrie de l'éducation, on le trouve dans toute l'industrie du logiciel. C'est-à-dire que les banques, téléphones, tout ça, on n'est plus à parler avec l'opérateur qui déroule le logiciel. On est nous-mêmes à faire nos services, à dérouler nos demandes à la préfecture, à la mairie. Enfin,
On déroule nos demandes. On doit cliquer au bon endroit. Pour faire la carte grise, il faut savoir qu'il faut tel papier. Puis si on ne sait pas par où commencer, ben, on est en galère. Et ça, moi, c'est cette navigation dedans, c'est le journey, hein, le voyage. C'est une espèce de voyage à travers l'application. Et ce voyage-là, il existe également dans les logiciels, dans les LMS. Donc, c'est le learning journey, donc le voyage, c'est le chemin que l'utilisateur, que l'apprenant a suivi en utilisant le LMS. Mais pas que. Souvent, l'étudiant, il va suivre le cours et puis il ne comprend pas, il va chercher sur Google, il va chercher sur YouTube. Enfin, c'est une réalité, hein. Donc, l'idéal, ce serait d'être capable de tracer tout ce chemin-là, d'essayer de comprendre où a été l'étudiant pour apprendre ce qui a marché pour lui. Donc, moi, c'est cette problématique de cheminement dans l'application qui m'intéresse, sachant que les logiciels ne sont plus faits en étant strictement guidés. Et donc, on va voir l'interaction utilisateur, comment on construit ce chemin-là avec l'application, l'utilisateur plus l'application. Et les questions qu'on se pose, c'est comment un utilisateur va interagir avec un LMS. Est-ce que, alors les choses un peu évidentes, c'est est-ce qu'on l'allume, on télécharge, et au revoir, et on répond au questionnaire, enfin, le strict minimum? Est-ce qu'on tourne en rond, passe notre temps à rechercher? Est-ce qu'on le regarde jamais? Et puis quand il y a des notes, on le regarde, on est au dernier moment. Enfin, c'est des stéréotypes, quoi, mais qu'on s'attend à retrouver. Donc il y a ça. Et puis la deuxième question qu'on se pose, c'est un parcours d'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut trouver un parcours d'apprentissage? Donc plutôt, quels sont les cours suivis, les modules suivis? Enfin, c'est une question de granularité, mais c'est vrai que en ce moment, il y a pas mal d'agitation au niveau d'une formation. C'est-à-dire que les universités proposent de personnaliser, mais ça arrive dans les lycées aussi, mais on propose de personnaliser un parcours pédagogique. Et donc, à La Rochelle, on a Smart Code, hein, donc c'est pas cette vision-là dans Smart Code qui est faite, mais l'idée du Smart Code, c'est de dire je veux faire tel métier. Je n'ai pas en tête de métier, mauvais exemple, mais je veux faire tel métier. Je sais pas, sur les dauphins, voilà, je veux soigner des. Non, ça, on va partir en veto. Donc, mais voilà, j'ai un métier qui m'intéresse. On va aller moissonner dans ce qui existe déjà sur LinkedIn, sur les offres d'emploi, tout ça, pour essayer de comprendre quels sont les mots-clés, les compétences qu'on doit avoir pour faire ce métier-là. Et après, on va chercher dans les modules qu'on a à La Rochelle, ceux qui permettent d'acquérir les compétences. Et en fait, ça arrive à beaucoup d'endroits de se dire je veux être un ingénieur en informatique spécialisé données ou spécialisé IA, et quel cours je dois suivre en licence, en master pour arriver à avoir ce niveau-là. Puis la réalité, c'est compliqué, hein, parce que on va dire ça, c'est un prérequis de ça. Enfin, il y a très peu de solutions qui mènent. Puis si en plus on rajoute les histoires d'emploi du temps, on peut offrir qu'un cheminement possible. Mais on va peut-être venir et trouver d'autres solutions. En attendant, c'est intéressant de se poser la question comment on peut combiner et quel est le chemin à suivre. Donc moi, ça m'intéresse de suivre le chemin des étudiants pour pouvoir dire voilà comment ça a marché, voilà pour tel diplôme, ce que les gens font habituellement. Et donc, c'est une autre façon d'aller positionner des indicateurs. Donc, le troisième élément de départ, c'est la fouille de processus. La fouille de processus, c'est extraire de la formation, de la connaissance à partir des logs qu'on va trouver sur les log systems, principalement. Et voilà, c'est venu à l'origine des gens qui étaient avec une culture workflow, la culture processus métier, et qui étaient avec des questionnements de sciences des données. C'est un peu la même chose, sciences des données, on s'intéresse à l'activité, mais on ne s'intéresse pas au voyage, on ne s'intéresse pas au processus. Donc, ça a travaillé depuis 10-15 ans sur cette communauté-là, avec des outils pour découvrir des modèles de processus, et aussi du travail d'analyse. C'est un peu le côté dissimulation, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui capture une dynamique là c'est de processus, et d'un autre côté, on a des données qu'on observe, et les données traduisent une dynamique. Et on se pose la question, quel est l'écart entre le modèle
qui décrit une dynamique. On a entre le modèle qui décrit une dynamique et les données donc, qui traduisent la dynamique. Donc ça, c'est aussi tout un pas important de cette discipline-là. Et donc, il y a plusieurs algorithmes de découverte, donc les historiques, et celui qui est assez intéressant en ce moment, c'est Inductive Miner. Donc c'est de celui-là que je vais vous parler encore une fois assez rapidement. Le problématique, on est sur des systèmes à base de traces, on veut observer, on a des traces brutes. On a toujours des traces un peu brutes. Actuellement, on a des systèmes qui ne sont pas réellement conçus pour capturer des traces. On peut avoir, mais c'est vrai que là, on utilise plutôt, là, je vous ai dit, on est sur des log systems. Les log systems, déjà, nous renseignent des choses. On est sur du web, les log systems nous renseignent une transaction, une intention de faire quelque chose. On le réutilise. Donc, il y a tout un premier travail de transformation, de pouvoir extraire les informations pertinentes dans ces traces brutes pour avoir un modèle. Évidemment, quand on fait ça, on met du sens, ou on perd du sens. En tout cas, il faut avoir conscience qu'on fait une transformation. Ça, je l'insiste toujours un peu pour les informaticiens. Informaticiens, on a tendance à faire des recettes de cuisine. Oui, mais si on perd du sens, si on rajoute de l'information, si on transforme le sens, c'est important pour l'analyse. Donc, il faut toujours avoir en tête comment on a fait la transformation. Pour la fouille de processus, on a besoin d'avoir 3 informations. La date à laquelle a eu lieu l'événement, quelque chose qui décrit l'activité et quelque chose qui permet de raccorder l'activité à un processus ou un scénario. Donc, il y a tout un pré-travail à faire. On arrive donc sur ces traces modélisées et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de regrouper par identifiant du processus, l'enchaînement des activités. Et donc, on peut voir là qu'on peut avoir des processus ABC, ACB, ACDE, on l'a 2 fois, et ADE, FDE, qu'on n'a qu'une fois. Voilà, on a regroupé ça. Jusque-là, c'est pas, j'allais dire que c'est pas bien compliqué, mais ce sont des perspectives. Là, c'est une perspective en se disant, j'ai un apprenant qui a fait des activités. Et il a enchaîné ces activités-là. Un autre apprenant a fait cette activité-là. 2 apprenants ont fait cette séquence d'activités-là. Et un apprenant a fait cette séquence d'activités. On peut avoir d'autres perspectives. Ça pourrait être la perspective des ressources. Comment une ressource est utilisée. Bon, c'est peut-être pas intéressant, pas pertinent. Mais en tout cas, voilà, il y a d'autres voies à explorer. Voilà, on a des traces. Il faut essayer de se poser la question de construire un système qui permet d'avoir des traces et en ayant en tête l'objectif que l'on vise. Donc, une fois qu'on a ces logs obtenus ou ces traces modélisées, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut en sortir un modèle? Alors, on essaye en fait de regarder dans les logs quelles sont les activités qui s'enchaînent. Donc, par exemple, là, j'ai B qui est immédiatement après A. C'est tout. J'ai jamais A avant B. Voilà. Là, on voit qu'on a. Alors, c'est quoi? Je vais avoir B qui est suivi par C et C suivi par B. Et donc, quand je regarde ça, je peux en déduire des choses. Si j'ai A1 qui suit A2 qui suit A1 et jamais l'inverse, je sais qu'il y a une relation de causalité entre ces 2 événements-là. Par contre, si on a les deux, qui se suivent, on a un lien de parallélisme entre ces 2 événements. Et puis, si on n'a jamais ces 2 événements qui suivent, il y a très certainement un choix qui est fait pour faire soit l'un, soit l'autre. C'est ces règles. À partir de ces règles-là, on construit un modèle. Donc ça, c'est les premières approches sur la fouille de processus. Ça aide à donner un peu intuitivement comment on construit les modèles. Actuellement, voilà, les façons qui gagnent, c'est de passer par le graphe des successions d'activités, Clarity Follows, et il est basé sur les relations directes. Donc en fait, là c'est les gros mots, mais en fait, ce graphe-là, voilà, si je considère mes logs de tout à l'heure sans la multiplicité, je vois que je vais tracer, je commence par A, derrière A, j'ai B, ensuite j'ai C, et j'ai terminé. Et puis j'ai un autre, c'est A, C, je vais à B, et j'ai terminé. Et puis
A, D, E, j'ai terminé, et A, D, E, F, D, E, et j'ai terminé. Donc avec ce graphe-là, je représentais tous les chemins possibles. Et après, l'algorithme inductive miner, bah, il travaille comment? Il va diviser l'ensemble initial des logs en plusieurs sous-ensembles. Quand il reconnaît des formes, il y a 4 règles de coupure. Il va appliquer les règles pour former des sous-ensembles. Et puis, on applique ces règles-là successivement jusqu'à obtenir un modèle. Donc, typiquement, si je réapplique sur celui-là, ben, on voit qu'on a toujours A qui est placé avant. Donc, on va diviser A et puis le reste du système. Voilà, j'ai mes deux sous-ensembles. Si je regarde ce deuxième sous-ensemble, donc voilà, on a le premier système de log qui est lié au deuxième système par la notion de séquence. Ben, je vois que ici, j'ai des choses qui ont l'air d'être ensemble et ici, j'ai des choses qui sont ensemble et ça n'interagit pas. Donc, je vais avoir un ou entre les deux. Voilà, j'ai le ou, on découpe comme ça. Puis si je continue, pardon, je vais sur le parallélisme. Ici, effectivement, on a soit je fais B, soit je fais C, enfin, soit BC, soit CB. C'est typiquement du parallélisme. Et puis l'autre, c'était une boucle. On était sur cette notion de boucle. Je fais DE, puis parfois je fais F pour revenir à D, puis je reboucle comme ça. Et donc, une fois que j'ai découpé tous mes logs comme ça, et c'est du graphe, et ben, j'arrive sur un réseau de Petri qui représente ce processus. Le réseau de Petri étant le modèle mathématique pour les workflows. Et donc ici, je peux voir que je commence mon workflow ici, je commence par l'activité A. Ensuite, j'ai un choix, soit je pars faire B et C qui sont ici en parallèle, soit je pars faire D, E, et puis je peux éventuellement reboucler en faisant F. Et puis la terminaison des chemins, soit dans un sens, soit dans l'autre, la fin du coup. Donc voilà ce que c'est la fouille de processus. Une fois qu'on a le modèle, il y a quand même la question de la qualité. J'ai fouillé un modèle, comment je peux avoir confiance dans ce modèle? Donc il y a les mesures, je vais dire un peu classiques, qui ont été adaptées au domaine de la fouille de processus, et de se dire, il y a la fitness qui permet de dire en quoi ce modèle représente bien la dynamique. Donc cette idée-là. Puis la précision qui permet de dire si un modèle, on va les voir après, si un modèle est pratique, enfin, cohérent et facile à analyser, généralisation, si on est capable de capturer d'autres événements. Donc par exemple, si je prends ce modèle-là pour les logs qui sont ici, vous voyez qu'il est capable de capturer ACDE uniquement. Il ne capture pas les autres. Donc la fitness est très mauvaise. Par contre, bon, simplicité, on ne regarde pas, mais la précision est très bonne parce qu'il est capable de modéliser très finement un mode de fonctionnement. Par contre, la généralisation est très mauvaise. Il ne peut pas modéliser d'autres séquences. Au contraire, le cas complètement opposé, c'est celui-là. La fitness est bonne parce qu'il est capable de prendre tous ces cas-là. Hein, je suis capable de faire A, puis C, puis B, puis D, puis E, puis dans n'importe quel sens, de le répéter autant de fois. Donc la généralisation est excellente. Par contre, la précision est très mauvaise parce que je peux faire n'importe quoi avec. Donc évidemment, l'équilibre entre les deux. Et puis le troisième exemple, c'est celui-là où j'ai fait 1, 2, 3, 4, mes 6 branches. J'ai fait mes 6 branches. Donc la fitness est bonne, la précision est bonne parce que je modélise de manière précise tous mes chemins. Par contre, la généralisation est mauvaise. J'ai un nouveau processus qui arrive, je ne peux pas le capturer. Donc, on a adapté les techniques de fouille de données à la fouille de processus. Maintenant, le trace clustering. Donc, le trace clustering, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'idée d'aller diviser. Donc là, on a des logs, un premier utilisateur a fait quelque chose, deuxième utilisateur a fait quelque chose. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir une représentation un peu générale des ensembles d'utilisateurs? Si on a une version globale, ça devient illisible. Hein, typiquement, j'ai mes logs, je me modélise mes logs complets, j'ai quelque chose qui est absolument illisible et inutilisable. Par contre, si j'arrive à isoler un sous-ensemble, je vais avoir un modèle qui va me dire des choses qui peuvent être cohérent et qui peut être significatif. Et voilà, je vais avoir 3 modèles et chaque modèle, je peux porter une analyse dessus et ça peut m'intéresser. Donc, on a défini du trace clustering. Il y a plusieurs façons de faire du trace clustering.
La première, c'est de se baser sur les distances, en utilisant des mesures de Hamming, donc Hamming, oui aussi, mais Levenshtein, les distances de Levenshtein, donc les distances, le nombre de modifications qu'il existe entre deux processus. On peut voir les processus comme une chaîne, et donc les modifications entre deux chaînes. Et donc, je construis une matrice qui me donne les différences entre une chaîne et toutes les autres chaînes, et après, je peux faire du clustering dessus. Deuxième façon de faire, c'est de convertir les processus en quelque chose qui les caractérise. Par exemple, ça peut être la fréquence d'une activité. J'ai un processus qui voit beaucoup une activité, et donc je crée un vecteur, et puis pareil, je vais faire une mesure de distance entre mes différents vecteurs, je fais du clustering dessus, pour je crée quelque chose. Troisième méthode, c'est de partir de traces, de les répartir aléatoirement et de générer un modèle, de découvrir un modèle, et puis de voir les métriques qu'on a vues précédemment. Et puis, on on enlève ceux qui sont le plus loin du centre, on les enlève, et on essaye de rapprocher les autres traces jusqu'à ce qu'on arrive à un modèle qui converge, à un état qui converge. Jamais utilisé celui-là. Puis l'hybride, c'est quand on combine les deux. Donc nous, ce qu'on a fait ici, c'est utiliser le feature-based clustering. Donc on passe par des fichiers log et sur lesquels on va appliquer donc, notre méthode, notre métrique, qui est une métrique particulière. Et donc on a un ensemble de vecteurs. On peut construire une distance qui nous permet de construire la matrice de distance et on va appliquer des techniques de clustering et après on va valider par une qualité. Donc, notre idée, c'est de se baser sur des distances sur la présence de sous-séquences fréquentes. C'est-à-dire qu'on va essayer de caractériser une séquence. Donc là, on avait ABC, essayer de trouver la sous-séquence. Donc, si j'ai ABC, ABD, ABE, j'ai tout le temps AB. Donc, on peut considérer que AB est quelque chose qui est caractéristique. Donc, on a essayé de trouver cette sous-séquence la plus longue. Je suis sur les transparents suivants. Donc, on va essayer de trouver cette sous-séquence qui est la plus longue, qui apparaît. On va aussi essayer de tenir compte, donc on va fabriquer une mesure qui tient compte de la fréquence d'occurrence de cette sous-séquence, de sa longueur, de l'endroit où elle se trouve, éventuellement des relations de séquences entre plusieurs sous-séquences, pour construire donc notre mesure de distance entre les différentes processus, entre les différentes traces. Je crois qu'il y a un exemple après qui est plus... ouais, on va aller sur l'exemple, je pense que ce sera plus parlant. Donc, c'est la mesure de distance. L'idée, c'est ça. J'ai un ensemble de traces, et dans cet ensemble de traces, j'ai trouvé qu'il y avait une sous-séquence qui était AB, une autre qui est AC, et il y a plusieurs traces, il y a peut-être une autre plus loin qui est CD. Et donc, moi, je vais lister ici toutes les sous-séquences de mes traces. Je vois que AB, je l'ai eu 2 fois, AC, je l'ai eu 2 fois. Et puis, je vais transformer cette séquence initiale en un vecteur dans lequel j'ai ma première sous-séquence, ma deuxième sous-séquence, et les autres éléments qui ne rentrent pas dans une sous-séquence, je mets 1. Même chose, ici, j'ai F, AC, j'ai 1, une sous-séquence et 1. Et puis, hop, ainsi de suite, la troisième, j'ai cette traduction-là. Et donc, en menant ces analyses-là, on construit donc une nouvelle façon d'observer et ça nous a permis d'analyser des données plutôt type navigation web. Je reviendrai dessus après. Mais voilà, notre idée, c'est ça. On fabrique une métrique avec des sous-séquences et on a une mesure de distance entre les différents vecteurs qu'on a construits. Et à partir de ça, on peut construire nos clusters. Et on utilise les métriques classiques du clustering pour identifier la qualité des clusters. Est-ce qu'on a un bon regroupement? Est-ce que les clusters sont bien distincts? Et également, on va appliquer sur chaque cluster, on va aller découvrir les modèles et on va aller appliquer les mesures de la fouille de processus pour vérifier qu'on a bien amélioré ces processus et cette analyse. Donc, notre démarche, c'est celle-ci. Où est-ce qu'on l'a appliqué? Donc, on l'a appliqué à 2 endroits. Dans un premier temps, c'était la bibliothèque numérique.
on a pris Gallica et on sait que dans les bibliothèques numériques, il y a des études qui ont été faites, et le nom m'est sorti, mais c'est un nom italien. Diamantini, Martionini. Ouais. Et on a analysé en fait les usages. En histoire, quand on travaille sur un fonds documentaire, on va lire, on va fouiller tout un fonds documentaire pour construire une problématique ou résoudre une problématique. Et donc, il y a des façons d'aller chercher dans ce fonds documentaire. Et donc, ça a été identifié, travaillé, enfin analysé. Donc, nous, on est parti là-dessus. On a Gallica qui est ouvert au grand public. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont butiner sans but, des gens qui vont faire ce qu'ils veulent faire. Et donc, on a essayé d'exploiter ces logs-là. On s'est dit, on va dans la vraie vie. C'est un fond, on va dans la vraie vie. Et on a voilà, on a une quantité de logs qui est, voilà, il y a 500 000 millions pardon, de requêtes chaque mois. Voilà, on a quelque chose qui est assez énorme. On s'est pris tout le travail de filtrage de ces données, d'analyse, je vous ai dit la transformation, parce qu'on a des données qui sont des données de log, mais qui sont liées au site web, qu'il faut nettoyer pour avoir juste les données qui nous intéressent. C'est une URL, il faut prendre des bonnes informations dans l'URL, mais il y a des URL qui sont juste des renvois, enfin c'est de la technique du web et de l'informatique. Donc on a fait ça, il y a évidemment les bot crawlers qui naviguent sur le site pour indexer et autres. Et puis voilà, donc on a tagué, on avait 9 activités et puis on a essayé de sessioniser. Il y a toujours ce problème de sessionisation avec le web. On a pris les trucs classiques, on a considéré que inactif pendant 1 heure, c'était une fin de session. Et donc on a construit des analyses. Donc on a fait sur les 20 000 premières phrases, mais voilà, on a analysé ces logs-là sur plusieurs millions et on a pu considérer distinctement 2 cas. Donc ici, on a une analyse où on est sur un modèle où on voit le nombre de entrées-sorties de début et de fin de processus. Et on a 15 671 occurrences qui voient une ressource. Voilà. On voit les différentes activités, les enchaînements d'activités, et c'était significatif. Et on a un deuxième comportement significatif. On a été présenter ça à la BU, à la BNF. Ils ont été contents. Ils ont été contents du résultat, ils en ont voulu plus. Ils voulaient rajouter de la connaissance. C'est-à-dire que nous, on était sur des logs bruts et on n'avait pas eu beaucoup de connaissances métiers. Et eux, avec leurs connaissances métiers, voulaient affiner. Et donc, ce qu'on a retenu de ça, c'est que finalement, on est capable de voir quelle est la logique. On peut essayer de retrouver la logique d'utilisation de ce site web, qui était la BNF. Et donc, on a essayé de faire la même chose avec les logs Moodle, de dire quelle est la logique d'utilisation de l'utilisateur avec Moodle. Pour ça, en fait, on s'est rendu compte que notre encodage n'était pas pertinent. Justement, il y a du métier derrière, et sous Moodle, il y a souvent des choses qui sont lire le cours, enfin, course view, des trucs qui sont pas passionnants, et puis il y a j'ai fait l'examen, puis j'ai téléchargé. Donc, on a modifié notre encoding, on l'a modifié. Donc, si on prend celui-ci, on aura une sous-séquence fréquente qui est E1, E2, E3. L'ancien encoding, c'est ça. Donc, il voit E1, E2, E3, enfin, une première sous-séquence, et puis des événements. Et puis là, c'est l'inverse, un événement, une sous-séquence. On a décidé de fabriquer un nouvel encoding où, en fait, la fréquence d'occurrence des autres événements est pertinente. Donc, on rajoute ça. Et en fait, voilà, j'allais dire, on a tuné un peu les algorithmes, on a tuné un peu la sous-séquence, on a appliqué ça sur des données Moodle. Donc, voilà, on a des données brutes comme ça. On a essayé de rajouter de la sémantique. Donc, on a retenu qu'un certain nombre d'événements qui nous intéressaient. Et sur un certain nombre d'événements qui nous intéressaient, on a donc rajouté de la sémantique pour essayer de savoir si c'est un apprentissage qui est superficiel, profond, ou si l'étudiant est actif. Et on a fini par construire des traces comme ça, sur lesquelles on a appliqué le trace clustering. Et grosso modo, ça nous permet, alors je n'aurais pas dû mettre tous les résultats, mais par rapport à des résultats initiaux, voilà, on arrive à catégoriser
assez nettement différents types d'utilisateurs, ce qui nous permet, encore une fois, de comprendre comment les utilisateurs travaillent avec Moodle. Donc, c'est un premier type de travail fait dans ce domaine-là. Deuxième type, ah oui, le résultat, voilà, les modèles qu'on obtient sont possibles pour chacun des 3 clusters qu'on a retrouvés. Et ça, c'est des modèles de fuzzy miner. Voilà, il y a des regroupements d'activités, c'est les activités, les enchaînements des activités à nouveau. Ouais, pas le temps de trop détailler. Deuxième travail qu'on a fait là-dessus, c'est ElapCode. ElapCode, donc c'est avec un ISBE. C'est un outil pour apprendre la programmation. Donc c'est un outil, on écrit un bout de code, on a un sujet, enfin on a un petit texte, un petit exercice, c'est pour les débutants en programmation. On a un petit exercice, on écrit le code et il fait un retour. Un retour sur la qualité, enfin différents retours. Au niveau des enseignants, on a des feedbacks classiques qu'on a avec les Learning Analytics. Puis voilà, il y a des retours sur les étudiants. Nous, on avait des exigences pédagogiques. C'est sur nos étudiants, donc on les a fait apparaître. Et voilà, on a réussi à faire apparaître plusieurs clusters et en mettant en évidence les stratégies d'apprentissage face à cet outil. Est-ce que je suis essai-erreur, c'est-à-dire que je compile, pompe, il y a une erreur, je corrige cette petite erreur, je recompile, ou au contraire, est-ce que je fais peu de soumissions, mais à chaque fois que je fais une soumission, il y a beaucoup de progrès, et j'ai quasiment, en 2 ou 3 fois, j'ai la solution parfaite. Et ça, c'est des stratégies qui dépendent des étudiants, de leur façon de réfléchir et de travailler. Et puis, ben voilà, donc là, on a utilisé un autre outil qui nous permet de visualiser les différents clusters. Bon, voilà, ça caractérisait les bons étudiants ou les étudiants à risque, mais ce résultat-là n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à voir la stratégie déployée par les étudiants et à avoir un modèle de cette stratégie-là. L'autre analyse de scénario, donc qu'on n'a pas fait, mais qu'on aimerait bien faire. Si je modélise par réseau de Petri, on est passé au but, au niveau de l'IUT informatique, on est passé au but. Si je modélise les compétences et à quel semestre je valide mes compétences, en général, par année, j'ai 2 semestres pour essayer de valider un niveau de compétence. Et j'ai 3 compétences qui sont sur 3 niveaux et 3 autres compétences qui sont sur 2 niveaux. Je modélise tout ça, c'est l'ensemble des possibles. C'est pas, voilà, je crois qu'il n'est pas complet, enfin bon, c'est pas grave. On sait intuitivement, nous, que si on fait du cluster là-dessus, on va faire apparaître un cluster des étudiants qui réussissent et on a considérablement allégé le cheminement. On voit qu'il y a des événements, des activités qui ne se passeront jamais. Et puis, il y a le cluster des étudiants qui n'y arrivent pas et qui sont en échec. Et pareil, là, je l'ai fait je connais le système, j'imagine que c'est ça. Ça demande d'être vérifié. Mais voilà ce que pourrait faire la fouille de processus dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on a notre vision de ce qu'est le cheminement des étudiants au niveau d'IUT informatique. Si je fais mes clusters, il y a de fortes chances que je tombe là-dessus. Je le fais d'expérience, hein, ça fait quelques années que je subis des étudiants de d'IUT Info. Et voilà, j'en rate quelques-uns, mais de manière générale, c'est ça. Donc, c'est des choses qu'on peut faire, essayer de comparer. Voilà, on avait un modèle prévu, puis on observe la réalité, puis on peut comparer. L'autre chose qu'on peut faire, toujours sur un cours, là c'est un cours Moodle sur 8 semaines, c'était un cours d'IHM d'ailleurs. On a un peu bénéficié, on s'est un peu servi du Covid, comme tous nos étudiants étaient beaucoup en réseau, on a capturé des données. Et là, ce qu'on a cherché à faire, on capture des données, on a le modèle de Kolb. Donc les étudiants nous ont dit quel était leur mode d'apprentissage. On a pu les sonder. Et puis derrière, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu analyser, donc créer nos groupes, plusieurs groupes d'apprenants, et pour chaque apprenant, on a pu caractériser par un modèle. Et après, on a été utiliser les transformers. Donc on part sur les analyses type NLP. On caractérise chaque modèle par rapport à un comportement type. Donc la description du comportement type
d'un converging, diverging, de quelqu'un d'un apprenant, enfin de ces types-là. On a la définition et par rapport aux activités, au nom des activités, on arrive à dire ce processus-là, c'est plus ce profil-là. Ce processus-là, c'est plus ce profil-là. Ce processus-là, c'est plus ce profil-là. Et donc, avec un nouvel arrivant, on peut lui suggérer des cheminements qui vont correspondre à son profil. Donc ça, c'est la thèse de Wilhelm. Donc voilà, nous, ce qu'on a fait en utilisant le trace clustering. Il y a donc un outil qui existe quelque part, qui est en cours de fabrication. L'idée de l'outil, c'est d'être modulaire et plutôt d'être sur de la recherche. C'est-à-dire que on peut servir éventuellement que de certains sous-ensembles, le sous-ensemble pour analyser des traces de type log, pour rajouter de la connaissance. Là, c'est pour générer des logs pour simuler à partir d'un modèle. Puis voilà, les outils pour faire la découverte et pour faire le trace clustering, et ces parties-là sont en cours. Et la conclusion, c'est que on s'intéresse à cette idée de voyage, de learning journey. L'idée, le trace clustering, ça nous apporte quelque chose de nouveau sur ces analyses-là. On a réellement pu aller plus loin que les analyses classiques. La fouille de processus, on est perdu. Si on les applique directement, on est perdu. Ça nous a réellement apporté des choses. On peut donc travailler sur les interactions d'utilisateurs avec le LMS. On peut aussi travailler donc, sur le scénario. C'est peut-être ça où il faut commencer à savoir faire, à mettre un peu au clair. Et les perspectives, c'est d'aller découvrir les scénarios dans le collaborative learning, parce que si j'ai des traces de collaboration entre différents utilisateurs, je vais pouvoir commencer à mettre en place des scénarios, puis je vais peut-être comprendre des stratégies, ça va m'aider à comprendre des stratégies d'apprentissage des différents utilisateurs. Et puis, il y a cette notion micro-macro. C'est vrai que moi, je m'intéresse, j'aime bien m'intéresser à l'activité. Si je suis en TP, j'utilise le LMS d'une certaine façon. Si je suis à la maison, je l'utilise d'une autre façon. Donc, pouvoir faire ces différentes analyses-là, c'est aussi intéressant. Et puis, il y a l'analyse soit sur une formation, soit sur tout un parcours universitaire. Donc, voilà vite fait nos travaux. En rapide, nos travaux sur la fouille de processus. Et je ne sais pas si vous avez quelques questions. Tu as vu, Romain, j'ai occupé le temps. Oui, merci beaucoup Ronan. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas du tout comment vous voulez qu'on fonctionne vu que je suis à distance. Est-ce que du coup il y a des questions peut-être toi sur place? Je te laisse gérer cet aspect questions sur place. Et pour les autres qui sont en ligne, si vous avez des questions, donc vous pouvez soit intervenir directement si vous le voulez, ou poser les questions dans le chat écrit et je les poserai à Ronan. C'est comme vous préférez. Avez-vous des questions? Alors oui. Ouais, vas-y. Quand tu parles de cluster, de clustering de traces, là, à un moment, tu as présenté un graphe, un dendro, je ne sais plus quoi, là, tu Oui, sais, le dendrogramme. Oui, un dendrogramme. Est-ce que vous avez trouvé du sens à faire différentes coupures à différents niveaux? Est-ce qu'il y a un sens de couper, si tu sépares, si tu fais la coupure au premier niveau, c'est-à-dire que tu n'as Oui. que deux clusters, est-ce que ces deux clusters-là ont un sens? Et ainsi de suite, etc. Jusqu'où tu peux aller comme ça? Alors, en fait, on a utilisé le hierarchical clustering, et j'allais dire de manière un peu classique, on a dû l'adapter adapter les métriques à ces problématiques-là. Effectivement, l'endroit où tu fais la coupure, ça fait partie de la mécanique du clustering. Nous, effectivement, on a cherché on s'est basé dans un premier temps sur ces métriques-là. On n'a pas fait la découverte pour exploiter nos métriques derrière. D'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire maintenant que tu me le dis. Ouais. Dans un premier temps, c'est basé avant tout sur les métriques du clustering pour te dire est-ce que c'est pertinent, pas pertinent. Et en fait, assez souvent, mais c'est Marois qui nous le rappelle, elle dit oui, mais tu as les métriques du clustering, elles sont peut-être pas beaucoup mieux que les autres, mais regarde les métriques, nous, du modèle qu'on découvre. Parce que souvent, on a une qualité qui est différente. Et l'amélioration ne se voit pas tellement sur le clustering, mais elle se voit sur le résultat. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Non, bien sûr, je comprends. Ok, merci. Et effectivement, on applique après toutes les techniques de clustering
Oui, bah, c'est libre, hein. Voilà, là, je pense que on avait pris celle-là Mais parce que c'était des cas d'études. Enfin, oui, oui, puis c'est pas déconnant, je trouve, pas déconnant, d'avoir ouais. une vision qui se. Enfin, non, c'est. Ouais. Oui. Après, quand on était sur des millions de traces, il y a un check-in Mars là. Oui. Alors moi, je vais avoir une question. Alors, désolé, du coup, comme je te l'avais dit tout à l'heure, moi, je vais avoir peut-être des questions un petit peu naïves parce que je viens de la psychologie cognitive, donc pas du tout du même domaine d'études. Mais est-ce que tu pourrais clarifier un point parce que j'ai pas très bien compris à la diapo 38 quand tu parles de l'ajout de la pertinence, pardon, des sous-séquences. Est-ce que enfin, c'est juste pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu voulais dire qu'une fois que les traces ont été identifiées, tu rajoutais la prise en compte en fait des éléments suivants comme enfin, des sous-traces en fait dans le modèle? C'est pas très clair ce que je dis, désolé. Non, 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 mais si tu veux, une trace, c'est un ensemble d'événements. Et quand on a beaucoup de traces, on essaye de les regrouper, de regrouper les plus similaires. Et ce qu'on dit, c'est ici, si je vois beaucoup 1, 2, 3 qui apparaissent dans les traces, ben, c'est peut-être quelque chose qui permet de discriminer. J'ai toutes les traces qui contiennent cette séquence-là. Et puis, il y a les traces qui les contiennent tout au début, puis celles qui les contiennent au milieu ou à la fin. Et ça, c'est moi, l'idée de départ, c'est ça, c'est de se dire, je discrimine les traces parce que j'ai vu ça à tel endroit. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour les librairies numériques. Et puis, ben, on s'est rendu compte que quand on utilisait cette même logique-là sur Moodle, ben, les résultats n'étaient pas terribles. Et les résultats ne sont pas terribles, donc on s'est posé la question, on s'est dit, ben oui, effectivement, on masse de l'information qui, là, est discriminante dans le cas de Moodle. Et donc, on a reconstruit une autre logique. On garde toujours cette idée que quand une sous-séquence apparaît beaucoup, elle est intéressante, et la position où elle se trouve est intéressante. Mais peut-être qu'il faut moins en tenir compte, peut-être qu'il faut aussi tenir compte d'autres événements. Et c'est ça qu'on raconte. D'accord, ok. Donc en fait, tu reconstruisais, je suis pas sûr d'avoir compris, mais tu reconstruisais de nouvelles traces pour le côté Moodle par rapport à ce que tu avais fait pour la BNF. C'est ça? Alors oui, en fait, je ne construis pas des traces, je construis un vecteur qui caractérise les traces. Et la façon de construire pour Moodle est différente de la façon de construire pour la BNF. Ce qui est à peu près normal parce que les utilisateurs n'ont pas les mêmes buts, on n'a pas le même vocabulaire. Enfin, voilà, c'était normal d'avoir à le personnaliser à ce cas d'étude-là. Ok, très bien. Et j'avais juste eu une autre question aussi, un petit peu naïve, quand tu parlais donc d'une thèse, désolé, j'ai oublié de noter le nom. Tu parlais des modèles des apprenants, Oui. où tu demandais en amont en fait le profil des apprenants, s'ils étaient plutôt convergents, type d'apprentissage convergent, divergent, pour identifier ensuite les stratégies qui pouvaient être les plus efficaces pour eux dans l'apprentissage. C'est bien ça? Oui, 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 on était parti sur le Ouais. modèle de Kolb. Du coup, on est d'accord dans l'étude, vous avez pris en compte ce que les personnes vous disaient de leur fonctionnement, qu'elles avaient un fonctionnement divergent, et ensuite vous avez évalué si leur stratégie est efficace ou non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé le questionnaire, hein, le questionnaire classique pour savoir si les étudiants, quel type d'étudiants c'était. Et on s'est plutôt servi de ça. On n'a pas cherché à retrouver nos étudiants. On s'est plutôt servi de ça pour essayer de caractériser nos étudiants, D'accord. caractériser nos sous-ensembles. Et effectivement, l'étape suivante, ça serait de valider que ce qu'on Ok. observe et correspond. Ok. Mais voilà, on est en informatique, on est plus sur la fabrication de mécanismes que sur l'interprétation. D'accord. J'ai une question également, je vois de Olivier Roita. Je vous laisse la parole. Oui, pour la fabrication des modèles, est-ce qu'il serait possible de tenir compte de contraintes qui viennent plutôt de la didactique sur les parcours, en fait? Parce qu'il y a des parcours qui sont peut-être souhaitables ou pas souhaitables didactiquement. Parce que là, a priori, c'est de l'analyse uniquement a posteriori. Est-ce qu'on ne pourrait pas injecter de la connaissance qu'on a a priori sur les parcours? Ben, alors,
Alors, c'est pas tout à fait l'idée de la fouille de processus. Il faut que j'aille au bon endroit. Pardon, je suis en train d'aller un peu vite. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse a fortiori. On analyse a fortiori pour se dire, ben, là, typiquement, j'ai prévu mon modèle, c'est tout ça qui peut se passer. Et puis, je me rends compte que ce qui est utilisé, c'est que ça. Et donc, j'ai construit des étapes, des activités qui servent à rien. Et puis, ben, je me rends compte que les utilisateurs, ils font quelque chose que je n'avais pas prévu, mais ils le font tout le temps. Donc, je peux me poser la question de pourquoi ils le font. Et effectivement, là, on est en analyse. Notre idée, bien sûr, c'est d'exploiter cette analyse pour aller faire de la recommandation. Et donc, au moment de la recommandation, on pourrait mettre des contraintes. On pourrait mettre des contraintes liées à la pédagogie. En analyse aussi, on pourrait on pourrait observer, on pourrait dire la contrainte pédagogique n'est pas respectée, ou la contrainte didactique n'est pas respectée. Ça amènerait à s'interroger. Mais là, on est plus en analyse, on n'est pas sur du prescriptif, quoi. Là, je pensais justement, par exemple, des parcours où des étudiants sont repérés en échec systématiquement. D'essayer de les rentrer comme contraintes en boucle après dans le système pour dire, pour essayer en fait quand on détecte des patterns d'événements qui mènent à l'échec, est-ce qu'on peut pas essayer justement de les reconnaître dans des contraintes didactiques? Ah, ok. Ben là, ça dépend de la modélisation qu'on fait. Oui, ok. Est-ce qu'on serait capable, c'est un peu le travail qu'on a fait avant. En fait, on a cherché à enrichir les données. En fait, ce qui est caché là, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, c'est-à-dire que dans Moodle, il y a plein d'activités qui ne nous concernent pas. Donc, on a identifié des mots-clés qui correspondent à des activités. Mais en fait, on a essayé de déduire que quand il faisait une activité, c'était du profond. Donc, il était en train de faire un exercice de manière profonde. Alors qu'il peut avoir des exercices qu'il va faire de manière superficielle. Et donc, on a essayé de caractériser dans les activités de Moodle, de mettre un peu de logique. Alors, ce n'est pas forcément didactique, on n'est pas bon en didactique, donc on fait ce qu'on peut, mais de rentrer un peu de métier sur les logs et de réexploiter ça pour l'analyse. D'accord, merci. Mais après, ce qu'on n'essaye pas de faire, d'expérience, quand on analyse, on n'essaye pas de recommander. Enfin, l'idée de reboucler jusqu'à ce qu'ils réussissent, j'y crois pas. Par contre, détecter des patterns qui font que ça pose problème. Alors moi, je suis plus dans la logique étudiant décrocheur. Donc, détecter qu'un étudiant va partir en vrille et de mettre une alerte et que quelqu'un vienne s'entretenir avec lui, c'est le plus efficace. Je ne pense pas qu'on arrivera à faire autrement. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être une façon de voir la question qui est de se dire, est-ce qu'il y a des modes didactiques ou des enchaînements didactiques qui sont inefficaces pour certains publics? Oui, c'était ça l'idée, c'était de détecter typiquement si on fait l'activité B avant l'activité C, ça a de moins de bons résultats que si on a fait l'activité C en premier, alors même que le parcours est proposé, les deux possibilités sont proposées. D'accord. Donc là, effectivement, ça c'est possible, mais il faut construire le système de traces. C'est-à-dire que Moodle n'est pas suffisamment riche, il faut construire un système qui va tracer avec l'intention pédagogique ou didactique derrière. D'accord. Il y aura ce problème de correspondance à faire, en fait. D'accord, merci. On a encore le temps pour une question, si vous voulez. Ouais, j'en ai une là. Pour le clustering des traces, est-ce que c'est annoté manuellement ou il y a des techniques qui le fait automatiquement? Là, alors, c'est une bonne question. Ça peut être considéré manuel, ça a été fait de manière algorithmiquement, il y avait quand même beaucoup de données. Là, tout le traitement automatique du langage pour annoter peut amener énormément de choses. Ah, là, clairement. Et puis, ouais, enfin, tout ce qui est fait dans ce domaine-là, sur la notation automatique. Ils ont fait un super boulot à l'université, ils sont pas finis.
peut-être pas vrai ce que je raconte. Ils ont annoté en compétences. Ils ont demandé à chaque cours de dire quelles sont les compétences acquises dans le cours avec tel niveau de compétences. Ils ont fait cette cartographie-là pour une partie de l'université. C'est énorme, c'est infâme comme boulot. Enfin, quand tu es prof et que tu fais un cours, tu n'annotes pas. Obtenir les métadonnées, mais on le sait depuis longtemps parce qu'on travaille dans le document au niveau du labo, obtenir les métadonnées, c'est impossible. Donc les gens ne renseignent pas les métadonnées. Par contre, on peut utiliser les outils de traitement automatique du langage, je veux dire pour fabriquer des ontologies et pour fabriquer les outils, la connaissance, l'enrichissement de la connaissance qu'on va analyser, qu'on va traiter. Mais ouais, je crois qu'il faut un peu plus. Partir des perspectives. Oui, je vois ça et je vois aussi dans un contexte qui est un peu plus général, pour les cas dans lesquels on peut utiliser cette approche-là. Par exemple, dans la prédiction du contenu utilisateur dans d'autres contextes. Ouais. Ou bien dans l'identité, vu que tout est modélisé par un graphe, on peut aussi dépicter quels sont les potentiels bottlenecks dans un process. Oui. À l'origine, c'est fait pour. Après, la difficulté, c'est-à-dire que là, on est sur un outil qui est un peu spécifique. Oui. De temps en temps, il y a d'autres outils qui ont des meilleurs résultats. Alors, on va peut-être avoir une qualité. Enfin, moi, je me bats en disant qu'il est intéressant parce qu'il y a de la qualité et de la mesure, mais en performance, souvent d'autres analyses statistiques sont suffisantes. C'est ça que je veux dire. Mais oui. Merci. Pour ça, en prédiction, en fait, on travaille sur la prédiction, mais on a travaillé beaucoup plus lentement que ce que je pensais sur la prédiction. Parce que bon, faire une prédiction à partir de modèles, de scénarios, ok, voilà, l'idée elle est basique, on se dit bah on va dérouler les choses, et finalement, faut que ça apporte quelque chose, faut que ça apporte quelque chose de pertinent. Puis c'est une prédiction sur 3-4 temps. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà, on a eu du mal à comprendre cette logique-là. Et un peu de la même manière que Hals, quand il a commencé à travailler, il a dit je fais de la découverte de modèles. C'est comme quand je fais de l'analyse de données, j'ai des métriques qui me donnent la qualité. Puis il s'est dit mes métriques de qualité, je les reporte directement sur la fouille de processus. Et puis il y a 2 ou 3 adaptations qui logiquement nécessitent du travail. Et on est un peu sur la recommandation, on est un peu sur ces problèmes-là. Ok, merci à tous pour vos questions. Alors, je ne sais pas si tu as encore des questions sur place, Ronan. Non, je n'ai pas l'impression. Non, c'est bon. Non? Ok. Bon, ben, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui ont clarifié certains points dans le chat. C'est très gentil à vous. Voilà, donc merci à tous et bonne fin de journée.